Bonjour, aujourd'hui le sujet ce sera l'hydrocéphalie post-hémorragie ventriculaire chez le prématuré. Donc c'est une pathologie qui est pas très fréquente mais qui est une source d'occupation et de soins importants en néonatologie et en neurochirurgie pédiatrique. Alors en introduction, c'est que c'est fréquent qu'on ait une prématurité avec des enfants de petit poids à la naissance. Malgré tout, sur le nombre, il n'y en a qu'une partie qui vont faire une hémorragie intraventriculaire. Et sur cela, il y en a une petite partie qui vont faire une hydro et au total, on peut compter qu'il y a à peu près 1% de ces enfants qui vont nécessiter une valve. Donc, quelle proportion ça représente maintenant parmi les patients valvés? Ça, c'est un diagramme historique qui montre l'incidence et les proportions des principales causes d'hémorragie au CHU de Lille depuis les années 70. Et on voit donc d'abord une grande diminution du nombre de patients parce qu'il y a une meilleure prise en charge, une meilleure prévention des hydrocéphalies. Et puis, on voit que finalement, ce qui diminue, c'est surtout les méningites, grâce aux vaccinations, les malformations, du fait de l'amélioration du dépistage anténatal, notamment. Et par contre, ce qui persiste de façon quasiment inchangée, ce sont les hémorragies. Donc, ça reste vraiment une cause importante d'hydrocéphalie chez le nourrisson. Alors, le diagnostic, il peut être fait dès la vie anténatale. In utero, on a parfois des images comme ici d'hémorragie intraventriculaire qui est possiblement en rapport avec une thrombopénie par alloimmunisation Rhésus, il y a une incompatibilité Rhésus entre les parents, mais le plus souvent, on ne trouve aucune cause. Dans la majorité des cas, le diagnostic il est fait en soins intensifs devant une ventriculomégalie avec un périmètre crânien qui augmente. Ça, c'est une forme un peu tardive avec le crâne qui prend typiquement un aspect d'ampoule électrique. Et puis, le diagnostic il peut être retardé devant un nourrisson dont le PC va dériver, comme ici. Et c'est l'IRM qui nous montre qu'il y a des traces d'hémorragie justement dans la zone germinative paraventriculaire, qui est tout à fait compatible avec une hémorragie de la prématurité ou du nouveau-né non prématuré d'ailleurs. Et on voit ici l'augmentation du périmètre crânien chez un des deux jumeaux, alors que l'autre garde un PC normal. Et puis, alors là, c'est beaucoup plus discuté, voire même discutable, c'est le lien avec les hydrocéphalies diagnostiquées chez l'adulte. Ici, pourtant, c'est un patient de 77 ans chez qui on a fait le diagnostic de traumatisme crânien obstétrical. Il avait une syringomyélie avec une scoliose, qui montre que cette syringomyélie était survenue en période pédiatrique. Et à la question, est-ce qu'il y a eu un traumatisme obstétrical, la réponse était oui. Clairement, son lui avait raconté ses souvenirs. Bon, maintenant, c'est un cas un peu particulier et on ne peut pas faire de lien clair entre l'hydrocéphalie chronique de l'adulte et les hémorragies néonatales. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va évoluer la gravité? La gravité, elle va dépendre de la clinique. Un enfant qui fait des malaises, des apnées, une bradycardie, une hypertension, et puis qui a un tableau algique. Donc il ne faut jamais sous-estimer la douleur chez ces patients. L'épilepsie, c'est plutôt une comorbidité chez ces patients qu'une manifestation de l'hypertension intracrânienne. En tout cas, le périmètre crânien, ça reste un signe tardif chez ces enfants. Donc, on fait une échographie, bien sûr. On va voir un caillotage ventriculaire, une dilatation des ventricules qui va progresser d'une échographie à l'autre. L'IRM est très importante si on peut la faire, c'est-à-dire globalement à partir de la 30e semaine, pour voir s'il y a des lésions cérébrales, une leucomalacie, une loculation d'hydrocéphalie. Ici, on a une hydrocéphalie qui est déjà techniquement compliquée chez un enfant tout petit. Et puis, le Doppler est vraiment un apport tout à fait indispensable pour étudier le retentissement hémodynamique de cette hydrocéphalie. On voit ici un enfant qui avait un reverse flow lié à son hypertension intracrânienne lors de l'admission, qui traduisait bien sûr une grande urgence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Donc, on commence par faire des ponctions. Alors, la ponction lombaire, c'est controversé. Il y a des gens qui pensent que ça ne sert à rien. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent même pas à l'attention du neurochirurgien parce que leur problème a été réglé par une ou plusieurs ponctions lombaires. Malgré tout, ces ponctions sont compliquées. C'est un enfant qui est tout petit. Il peut y avoir un caillotage au niveau spinal, une fibrose arachnoïdienne au bout de quelques ponctions. Et donc, du coup, cette technique est limitée. Elle est contraignante, elle est douloureuse. Donc, on se pose la question d'une ponction ventriculaire qui peut être un geste d'urgence, comme chez cet enfant qui avait un reverse flow, on a fait tout de suite une ponction transfontanellaire en urgence dès son arrivée.
ce qui a permis tout de suite une correction de l'hémodynamique. Malgré tout, ces ponctions ne sont pas sans risque. Ici, vous voyez qu'il y a une fuite de liquide cérébrospinal, donc il faut vraiment être très vigilant pour pas qu'il y ait de contamination et de méningite. Et puis, bon, ces ponctions, elles sont quand même invasives, donc c'est limité en durée et en nombre. Le drainage externe, donc c'est un système de drainage clos. On va dériver à l'extérieur du crâne ce liquide dans un système qui doit rester clos. Et c'est basé tout simplement sur le principe des vases communicants. Et donc, on va en fait apporter une soupape à ce système hydrodynamique de l'enfant avec un seuil qui correspond à la hauteur H en centimètres, qui correspond à la pression en centimètres d'eau, au-delà de laquelle le liquide va s'échapper. Alors, c'est un geste qui est thérapeutique, bien sûr, mais également diagnostique. Ça permet d'analyser le liquide, de voir son aspect macroscopique et puis la pression d'ouverture, c'est-à-dire la pression réelle qui règne dans la boîte crânienne de cet enfant. C'est un système qu'on utilise de moins en moins chez le nouveau-né parce qu'il y a un risque d'infection qui est important. Il peut y avoir des fuites, notamment autour du cathéter, puisque le scalp de l'enfant est extrêmement mince et il peut y avoir facilement une contamination. Donc c'est important de mettre un pansement qui va limiter le plus possible le va-et-vient du liquide, puisque le scalp de l'enfant est extrêmement élastique, donc le cathéter est fixé au scalp, et donc il peut rentrer, sortir, et faire un véritable ascenseur à microbes, et donc il faut limiter le plus possible ces mouvements avec ce type de pansement. Donc il y a un risque d'infection, il y a une durée de vie qui est limitée, parce que surtout chez le nourrisson, il peut y avoir une obstruction, une coudure, une rupture, une déconnexion, etc. Ça nécessite des soins de nursing très rigoureux avec une surveillance quasi paranoïaque de l'équipe médicale. Finalement, le drainage externe, actuellement, c'est indiqué essentiellement en cas d'hydrocéphalie infectée, quand il faut drainer un liquide, mais qu'on ne peut pas implanter le matériel du fait de l'infection. Les complications des DVE, elles sont multiples. Ça, c'est un cathéter qui a été mis du mauvais côté, un cathéter qui s'est infecté, un cathéter qui était mal fixé qui est sorti tout seul, un cathéter qui était mal fixé qui est coudé, un enfant dont le liquide s'est mis à couler par la cicatrice, et puis là, une dérivation qui s'est déconnectée parce qu'il y avait un robinet qui était interposé sur le drainage qu'il ne faut jamais faire. Donc vraiment, là, le diable est dans les détails. Le drainage ventriculo-péritonéal sans valve, ça c'est une technique qu'on utilisait à Lille et qu'on avait même publiée au début des années 2000. L'intérêt, c'est de permettre de drainer un liquide hémorragique ou albumineux qui obstruerait n'importe quelle valve, et donc un drainage très précoce. L'inconvénient, c'est qu'on opère des enfants qui sont très fragiles, il y a un risque d'infection, d'obstruction qui est important, et puis quasiment tous ces patients deviennent shunt dépendants, c'est-à-dire qu'on doit remplacer ce drainage sans valve par une valve au bout de 2 mois, et donc finalement, on réserve ces indications à des liquides comme celui-là qui sont très albumineux. Vous voyez on voit qu'il y a des bulles parce que ça monte en neige, ça contient beaucoup d'albumine. Et on fait même ça chez les enfants grands qu'on ne peut pas valver. Donc dans des hydrocéphalies tumorales ou par exemple dans des suites d'infections à candidose. Le drainage ventriculo-sous-galéal, maintenant, c'est quelque chose qui a vraiment rendu de grands services et qui est un petit peu la technique standard actuellement quand on doit drainer un liquide qui est hémorragique. Donc l'indication, c'est une hydrocéphalie caillottée chez un prématuré. Le rationnel, c'est que la sécrétion du liquide est faible à cet âge. Il y a à peu près 10 à 15 ml en trop par jour. Et c'est une quantité qui peut être absorbée par une poche sous-cutanée qu'on va créer artificiellement en décollant l'espace sous-galéal. Donc c'est une alternative à la dérivation externe. L'avantage, c'est que ça peut être efficace pendant plusieurs semaines et que les dérivations externes, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très très problématique chez les prématurés. Donc depuis 2006, ça a été la technique standard à Lille dans les hydrocéphalies post-hémorragiques du prématuré. Donc c'est une intervention qui est simple, qui se fait en soins intensifs. On n'a pas forcément besoin de passer le patient au bloc. Maintenant, si on peut faire ça dans un bloc, c'est quand même des meilleures conditions d'asepsie. Donc, et ça nous permet d'obtenir ce type de collection sous-cutanée avec une poche qui n'est pas tendue, un système ventriculaire qui est bien détendu. Si la poche se met sous tension, il est toujours possible de faire des ponctions percutanées. C'est quand même beaucoup moins invasif qu'une ponction ventriculaire.
Alors, malgré tout, ces complications sont sujettes ces dérivations ventriculo-sous-galiales sont sujettes à toutes sortes de complications, notamment ici, c'est un enfant chez qui ça avait bien marché, mais alors ça nous a servi d'expandeur cutané. Quand on montre ces photos aux plasticiens, ils sont jaloux de voir l'expandeur qu'on arrive à faire bien malgré nous. Et donc, ça nécessite une intervention pour résection de cette poche, ablation du drainage, mise en place d'une valve et obstruction de la communication ventriculo-sous-galiale. Par ailleurs, quand on ponctionne, il peut y avoir des fuites. Les cathéters, quand ils ne sont pas bien fixés, peuvent migrer à l'intérieur. Donc ici, c'est un enfant chez qui il avait fallu aller chercher ce cathéter qui était affecté. La peau du prématuré est très fine, donc il y a un risque de fuite de liquide, comme ici. Et puis, il peut y avoir une résorption du liquide par le parenchyme cérébral. Ça donne des images qui ne sont pas très jolies à voir. Donc là aussi, le diable est dans les détails. Les valves, maintenant, c'est une chirurgie qui est simple, mais qui est compliquée du fait de la fragilité des patients et du risque très élevé de complications à cet âge. C'est des complications nombreuses, fréquentes, réintervention, infection, malgré des précautions d'asepsie draconienne de bloc opératoire. Donc, vous voyez, on a un enfant qui est tout petit, chez qui on va passer un cathéter sous la peau depuis la région cervicale jusqu'au niveau de l'ombilic, dès que celui-ci est utilisable. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on met en place une valve, ça a un caractère définitif. L'enfant était encore capable d'absorber par lui-même un peu de son liquide. À partir du moment où on lui met une valve, tout le liquide part par la valve et il devient totalement shunt dépendant. Donc on dit once a shunt, forever a shunt, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque c'est en particulier dans ces hydrocéphalies post-hémorragiques qu'on a des exceptions à cette règle. Donc, en fait, ce n'est pas seulement si le patient a été valvé qu'on va le considérer comme définitivement valvé, mais s'il a déjà dû être révisé pour cette hydrocéphalie, puisque si on a dû le réviser, c'est qu'il a démontré qu'il était devenu shunt dépendant. Donc, once revised, forever revised. Et maintenant, si on voit les résultats de ces valves, c'est très médiocre. Déjà, les valves, dans leur ensemble, ont un taux de sepsis, d'échec qui se rapproche de 100% avec le temps. Chez le prématuré, c'est encore beaucoup plus mauvais que ça. Malgré tout, bien sûr, si on fait ce traitement, c'est parce qu'on n'a pas mieux à proposer. Donc, ces valves, elles ont des complications tardives, c'est-à-dire qu'en mettant une valve chez un nouveau-né, on va obérer son avenir. On peut avoir des craniosténoses péripériodontage, comme ici. On peut avoir des cloisonnements ventriculaires, notamment dans les hydrocéphalies post-hémorragiques, surtout s'il y a eu une infection. Donc, ça peut nécessiter de mettre en place de multiples shunts, ce qui va compliquer encore le problème. On peut avoir une atrophie cérébrale avec un épaississement de la voûte crânienne, un épanchement sous-dural ossifié, ça s'appelle le crâne blindé, armored brain. Il peut y avoir des modifications de la croissance au niveau spinal et puis des complications abdominales avec un cathéter qui peut migrer dans le côlon. Mais bon, ça fait partie des risques qu'on fait courir à cet enfant en lui mettant une valve. Donc, si on peut faire autrement, on n'hésite pas. Alors, avant de poser une valve, il faut faire un petit peu une checklist. Quels sont les prérequis? Donc, d'abord, est-ce qu'elle est indispensable, cette valve? C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien une hydrocéphalie qui est évolutive, qui est rebelle aux ponctions? Ensuite, il faut que les ventricules soient parfaitement propres, non cloisonnés si possible. Donc, ça nécessite un scanner, voire une IRM. C'est quand même très nécessaire d'avoir une IRM chaque fois que c'est possible, surtout c'est un enfant aussi petit. Et en se posant, bien sûr, la question d'une possible endoscopie ou de cathéter multiple, il faut que le liquide soit propre. Donc, il faut qu'on ait une ponction ventriculaire qui nous montre que le liquide ne contient pas trop d'albumine, n'a pas trop de leucos ni de globules rouges. Il faut que l'abdomen soit disponible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entérocolite, autant que possible, pas de laparoschisis. Dans certains cas, on a été amené à faire des valves atriales chez des nourrissons, ce qui n'est quand même pas évident. Il faut savoir si le patient n'est pas contaminé, malgré tout. S'il est porteur de SASM ou de SARM, on sera quand même malgré tout amené à le valver parce qu'il est porteur de façon durable. Il faut qu'il y ait une décision consensuelle. Ça nécessite de faire des RCP pour vraiment valider cette indication parce que ça engage l'avenir, comme vous l'avez compris. Et puis, il faut que les parents soient informés. On fait de l'éducation thérapeutique dès l'annonce de l'intervention, qu'il s'agit d'une valve implantée à vie, avec toutes les complications que ça implique et les révisions qui risquent d'être nécessaires pour la vie. Malgré tout, la valve en elle-même n'est pas un handicap, c'est la raison pour laquelle on est obligé de le faire
qui est le handicap. Alors, l'endoscopie, c'est une technique qu'on utilise chaque fois qu'il est possible. Malgré tout, chez le nouveau-né, c'est quand même rare qu'on ait vraiment des bonnes indications. En théorie, ça n'est efficace que pour l'hydrocéphalie obstructive, ce qui n'est pas le cas c'est-à-dire une obstruction intraventriculaire, ce qui n'est pas le cas de l'hydrocéphalie post-hémorragique, où il existe une obstruction surtout extraventriculaire, parfois mixte, mais comme on le voit ici, on a quelques indications. Ici, on a un aqueduc qui était en train de se fermer. On a du pigment ferrique sur la paroi du ventricule, et ça peut être une bonne indication de ventriculocysternostomie endoscopique. Dans certains cas, on va faire une reperméation de l'aqueduc. Bon, c'est des indications un petit peu d'exception. Sinon, la technique standard de base, ça consiste à fenêtrer le plancher du troisième ventricule dans les citernes, à condition que ces citernes soient réceptives et perméables et permettent au liquide de circuler et d'être résorbé. Et puis, dans certains cas, on fait des reperméations d'aqueduc, comme je vous l'ai expliqué. Donc, l'endoscopie, ça peut avoir des complications. Donc, vous voyez, ça, c'est une hémorragie. Hein, comme on dit, ça commence comme un film de Cousteau, ça se termine comme les dents de la mer. L'obstruction de la stomie, c'est une complication qui n'est pas exceptionnelle. On a fait une bonne communication, et puis les tissus de l'enfant vont cicatriser et puis peuvent refermer cette stomie qu'on a faite. Il peut y avoir des écoulements de liquide, comme on voit ici. Il peut y avoir une encéphalocèle par la stomie. On a créé artificiellement une fracture évolutive. Et finalement, vous voyez la survie de cette endoscopie chez les nourrissons est de bien moins bonne qualité que chez les enfants plus grands. Et enfin, globalement, l'endoscopie a de meilleurs résultats que les valves, mais c'est vrai surtout chez les enfants de plus d'1 an. Et ici, on a un enfant qui avait une ventriculocysternostomie à 1 mois, et ça fonctionnait magnifiquement comme un drain ventriculo-sous-galéal. Donc, ce n'était pas le but recherché. Donc, si on résume les différentes techniques et leurs limites, alors l'APL, l'avantage c'est que c'est simple, ça peut être fait en périphérie. L'inconvénient, c'est que c'est limité quand même, notamment pour son efficacité. Donc, c'est vraiment la première intention. L'étape d'après, c'est soit ponction ventriculaire, soit d'emblée drain ventriculo-sous-galéal. Le drain ventriculaire externe, c'est plutôt un dernier recours, comme je l'ai dit, en cas de sepsis, d'hydrocéphalie infectée. L'inconvénient de la dérivation, c'est que ça s'infecte, justement. Une fois qu'on a traité l'infection avec la dérivation, ça évolue vers une valve. Le drain ventriculo-sous-galéal, ça a l'avantage d'être simple. On peut le réaliser en réa. C'est quand même mieux au bloc, si on peut. L'inconvénient, c'est que ça n'est pas durable. C'est un traitement temporaire. L'indication, c'est l'hydrocéphalie du préma qui est caillottée. Et ça évolue vers soit la valve, le plus souvent, soit rarement le sevrage. Et le drain ventriculo-péritonéal sans valve, ça a l'avantage de permettre un drainage efficace, même si le liquide n'est pas parfait. L'inconvénient, c'est qu'il y a des infections, il y a des complications. Donc, l'hydrocéphalie, l'indication, c'est dans l'hydrocéphalie avec un liquide albumineux avant de pouvoir mettre une valve. L'endoscopie, ça a l'avantage de simplifier une hydrocéphalie complexe, cloisonnée. On espère pouvoir s'en tirer avec une seule valve, finalement. L'inconvénient, c'est que c'est d'une efficacité limitée. C'est directement pas une indication dans l'hydrocéphalie post-hémorragique. Malgré tout, il y a quand même des indications quand c'est cloisonné. Et idéalement, on aboutit à une valve unique. Et puis la valve, c'est un dernier recours. C'est malgré tout un traitement de référence. Hein. L'inconvénient, c'est que c'est définitif, qu'on sait qu'il y aura des révisions de façon quasiment certaine. L'indication, c'est quand le liquide est absolument parfait, et ça évolue vers des révisions. Donc la stratégie thérapeutique, en fait, c'est un petit peu comme dans la guerre nucléaire, on a une réponse graduée. Plan A, ce sont des ponctions lombaires. En cas d'échec, ponction ventriculaire, point d'interrogation. Le plan B, si ça ne suffit pas, c'est le drain ventriculo-sous-galéal, et qui évolue le plus souvent vers la valve ventriculo-péritonéale, le plan B1, et plan B0, ou sevrage, c'est avec un point d'interrogation. Il y a quand même assez peu d'enfants qui ont été sevrés de leur drain ventriculo-sous-galéal. En cas d'hydrocéphalie cloisonnée, on peut faire une endoscopie, on peut dire que c'est un plan C, ou bien une ponction ventriculaire. La valve, si elle est septique, ça peut évoluer vers un plan E, c'est-à-dire la dérivation.
et si le liquide est lumineux, un drain sans valve. Maintenant, vous voyez qu'on arrive avec les différents plans. À un moment donné, on se pose quand même la question de la limitation de soins en cas d'échec des traitements, de complications, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des enfants quand même très fragiles, prématurés, avec déjà possiblement des lésions cérébrales, différentes pathologies intestinales, respiratoires, tout ce qu'on voudra. Et donc, à un moment donné, on se pose la question de la situation de limitation de soins. En sachant qu'une limitation de soins, ça peut évoluer vers le plan Z.2, qui est finalement une valve ventriculo-péritonéale parce que l'enfant n'a aucune envie de mourir et qu'il va présenter une hydrocéphalie évolutive avec une macrocéphalie. Donc, ça nous amène à cette diapositive sur la limitation de soins. Oui, là, on a un exemple d'HIV4 avec une leucomalacie étendue, un contexte médical, éventuellement psychosocial important. Et puis, on décide d'une limitation de soins. Malgré tout, à 2 mois, l'enfant a un PC d'adulte, quasiment 55 cm. Et on se pose la question de finalement l'évaluer de façon palliative. Donc, il faut se dire que la valve, elle a sa place dans une prise en charge palliative, que l'enfant ne va pas mourir d'engagement, ça c'est de l'ordre du mythe, de penser que s'il se met un HIC, il va s'engager. L'engagement, c'est s'il y a un gradient de pression. Or là, tout est à la même pression. Et donc, le risque, c'est d'évoluer vers une macrocéphalie monstrueuse. Un PC d'adulte, ça veut dire un poids de tête qui est équivalent à une tête d'adulte. Pour mémoire, ça pèse 7 kg, une tête d'adulte. Donc, si c'est un enfant qui pèse 10 kg, dont 7 kg de tête, c'est totalement ingérable. Malgré tout, c'est des enfants qui peuvent mourir parce que le crâne finit par se rompre. Ici, c'est un enfant qui était arrivé d'Afrique avec une escarre énorme et qui risquait d'évoluer vers une rupture. Et à ce moment-là, on a des litres d'eau qui se vident par terre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter à l'heure actuelle. Alors, il y a la douleur également dont il faut tenir compte. Bien sûr, l'alternative à la chirurgie, ce sont les antalgiques, bien sûr. Et puis, il y a la question de la perception visuelle. C'est des enfants qui sont souvent considérés comme étant aveugles de façon définitive. Malgré tout, chez certains de ces enfants qu'on a fini par valver, on a vu apparaître un comportement visuel, en se disant que peut-être qu'on était passé à côté d'une chance qu'ils aient une meilleure vue. Donc, quand l'enfant survit, on se pose la question d'une indication de valve secondaire, et puis parfois on a ces crânes qui étaient extrêmement sphériques qui deviennent tout plats parce que l'enfant a la tête inclinée sur le côté. Et sur le plan morphologique, c'est assez disgracieux, malgré tout, c'est le cadet de leurs soucis, on peut dire. Donc là, je vous présente la série des hydrocéphalies du prématuré opérés à Lille au cours de 2 décennies. Donc 76 patients qui étaient nés à moins de 36 semaines, avec un suivi moyen d'environ 6 ans. L'âge gestationnel moyen était de 30 semaines à peu près, et la médiane de l'âge auquel ils ont été opérés était de 30 jours. Donc on est en anténatal. Donc les étiologies, c'est des enfants qui avaient des facteurs de risque multiples, surtout respiratoires, plus de la moitié, mais également des antécédents prénataux, de dystocie, des malformations cardiaques, problèmes digestifs. Et puis, on était dans des situations d'échec de traitement. Donc, ce sont des enfants qui avaient... donc, le critère de l'échec, c'était l'échographie, pas le périmètre crânien. Et ce qui nous avait déclenché pour faire cette valve, c'était soit sur l'échographie, où on voyait la macrocéphalie, la dilatation ventriculaire, soit sur le périmètre crânien, soit des signes d'hypertension intracrânienne, et puis retard, trouble de vision, trouble moteur, épilepsie. Donc la chirurgie, la médiane de l'âge lors de l'opération était d'environ 30 jours. Au début de la série, c'était des drains sans valve, et depuis 2006, on a mis des drains ventriculo sous-galéaux en première intention. Donc voilà les différentes techniques qui ont été utilisées. Et finalement, le drain ventriculo-sous-galéal, une vingtaine de patients, dont finalement seulement 2, je crois, n'ont pas eu d'autres opérations. Donc les complications avec un suivi moyen de 70 mois, on a un taux de réintervention de presque 3 par patient, ce qui est beaucoup, avec une demi-vie de 1,8 mois, donc ce qui est comme la demi-vie du beryllium 7, ce qui est en fait attendu puisque c'est un traitement, beaucoup de ces patients ont des traitements temporaires, la dérivation externe, drain sans valve, drain ventriculo sous-galéal,
et qui va nécessiter un drain définitif dans un deuxième temps. On a eu 35 épisodes infectieux, c'est-à-dire 46% des patients, ce qui est énorme, dont 11,8% par opération et 18,4% pour la première opération. Donc, vous voyez que ce sont des enfants qui sont particulièrement exposés à avoir des complications, et en particulier des complications infectieuses. Et on a 5 de ces patients qui sont décédés, dont 2 sont décédés d'un sepsis, 2 pour limitation de soins et 1 des complications d'une trachéotomie. Si on se focalise sur les drains ventriculo-sous-galéaux, là, on a 26 patients depuis 2006, avec un terme moyen de 29 semaines, un âge moyen de 25 jours, donc ils sont d'enfants plus petits, et un devenir moyen, avec un suivi moyen d'environ 2 ans, 85 réopérations, donc là on passe à 3,7% par an et une demi-vie de 28 jours, ce qui est celle du Chrome 51. Là aussi, c'est vraiment un traitement qui est par nature temporaire. 16 épisodes infectieux, c'est-à-dire 14,4% par opération, 4 enfants décédés, on rejoint les enfants précédents. Et puis finalement, il n'y a que 2 sur ces 26 enfants qui n'ont pas été valvés, et donc on peut considérer comme charge indépendant, sous réserve de l'avenir, bien évidemment. Donc le devenir de ces enfants, il est très médiocre. On a à peu près moins de 3 enfants sur 5 qui ont une autonomie. On voit le gradient de Karnofsky, avec moins de la moitié des enfants qui ont une autonomie normale, et puis des séquelles plus ou moins lourdes. On est souvent dans le polyhandicap. Et si on regarde la scolarité, il y a moins d'un quart des enfants qui ont une scolarité normale. La plupart nécessitent de l'aide ou une éducation spécialisée. Et puis les séquelles, donc on a l'épilepsie, bien sûr, qui peut être une épilepsie particulièrement grave dans les centres de l'Ouest, une paralysie cérébrale, des troubles cognitifs dans près de la moitié des cas et des troubles visuels. Le devenir à l'âge adulte, c'est encore plus parlant puisqu'on a quand même assez peu d'enfants qui sont suivis plus de 20 ans. Malgré tout, on constate toujours un décalage entre le QI qui est normal dans 63% des cas, c'est-à-dire supérieur à 80, c'est pas forcément très brillant. La scolarité qui est impactée par d'autres problèmes que les problèmes intellectuels, et puis la vie normale à l'âge adulte, où là on arrive à seulement 19%. Donc c'est quelque chose qui vraiment nous illustre, nous met le doigt sur ce qu'on appelle le handicap invisible. Donc finalement, il y a seuls 26% des enfants qui vont arriver sur le marché du travail, dont 2 tiers seront chômeurs. Donc en conclusion, cette hydrocéphalie post-hémorragique du prématuré, c'est une pathologie vraiment grave. Malgré tous nos efforts, c'est un problème qui est faussement simple. C'est un cathéter inerte dans un cerveau vivant qui est particulièrement actif et qui est particulièrement fragile pour les obstructions et les infections. Donc finalement, c'est un cahier des charges d'ingénierie qui est impossible à remplir. On n'a aucune solution qui soit vraiment satisfaisante. On utilise des traitements d'attente. Le but, c'est de gagner du temps. Plus le temps passe, plus on va arriver dans des situations plus gérables sur le plan des techniques chirurgicales et du devenir de l'enfant. Et puis, ce sont des décisions difficiles qui engagent dans un processus. On peut parler d'un programme de traitement plutôt que d'un traitement seul. Et ce sont des décisions collégiales. Donc, je vais conclure sur une phrase de Paul Valéry qui disait que tout ce qui est simple est faux, tout ce qui n'est pas simple est inutilisable. C'était particulièrement vrai pour les valves. Et puis, Niels Bohr, qui était un savant atomiste, disait qu'un expert est une personne qui a fait toutes les erreurs possibles dans un étroit champ de compétences. Pour mémoire, Niels Bohr, c'était un des pères de la bombe atomique. Je vais terminer sur une question. Pourquoi est-ce que les kangourous ne sont pas tous hydrocéphales? On sait que l'embryon du kangourou va sortir de l'utérus maternel à 4 semaines après la conception, ce qui est équivalent à 8 semaines chez l'être humain. Et pourtant, ils ne font pas de maladie des membranes myélines et ils ne sont pas hydrocéphales. Il y a peut-être un modèle animal à étudier chez ces marsupiaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur le site Arneurance et d'autres vidéos en ligne sur YouTube.